Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et cet après-midi, ravi d'animer ce débat sur le thème « Le progrès scientifique au service du progrès humain ». Tout d'abord, une précision utile par les temps qui courent. Nous avons exclu au moins du premier temps du débat le progrès financier. Est-il scientifique? Est-il humain? Nous n'avons pas tranché. Vous nous forcerez peut-être à le faire à travers vos questions. Mais revenons donc au progrès scientifique au service du progrès humain, ou plutôt au progrès scientifique au service du progrès humain, car il y a un point d'interrogation à la fin, qui fait tout le sel de cette question. Car il y a un doute. Un sondage qui avait été fait il y a 1 an, mais je ne pense pas que les résultats seraient aujourd'hui très différents, montrait que 95% des Français pensent que la science est utile à la société, mais seulement 88% des jeunes. Et 25% des Français estiment que les avancées technologiques et scientifiques ont été plutôt défavorables sur l'alimentation et 28% sur l'environnement. Donc, la science inquiète. Elle inquiète au moins à 2 niveaux. D'abord, il y a eu des grandes crises. Je pense à la vache folle, je pense au sida, je pense aux dégâts du mobile. Et là, ce n'est pas la science qui est crainte, mais c'est le message qu'elle peut porter. Et puis, il y a un deuxième niveau, qui est celui qui va nous préoccuper aujourd'hui, c'est la crainte sur ce que la science apporte. Là, il y a bien sûr les OGM, il y a bien sûr les nanomatériaux, il y a bien sûr le nucléaire. Et pourtant jamais la science n'a sans doute jamais la science n'a autant apporté. Le signe le plus extraordinaire, qui est devenu aujourd'hui une banalité affligeante, c'est évidemment l'allongement de l'espérance de vie de plus de 30 ans en un siècle, qui est dû à des progrès scientifiques, des progrès de l'hygiène, mais qui ont été induits par le fait de montrer, par ce que les scientifiques ont montré, des dégâts que pouvaient créer les microbes, et puis ensuite tout ce qui a été fait en matière de médecine. Et au-delà, sous toutes les révolutions industrielles, il y a un soubassement scientifique majeur. La première révolution industrielle, c'était la vapeur, et il y avait la physique. Et la révolution industrielle, qui est sans doute en train de s'achever aujourd'hui, qui est la révolution des technologies de l'information et de la communication, eh bien, c'est la révolution de l'électronique. Sous l'électronique, il y a l'électron. Et donc, on a tout un pan de la recherche qui a permis cette révolution scientifique. Malgré tous ces apports, la science a toujours fait peur. C'était la vitesse des trains au XIXe siècle. C'est tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les nanotechnologies ou les OGM. Dès lors, le problème n'est pas la science, mais l'usage que nous en faisons. Pour qui? Pourquoi? Et surtout, qui décide? Un point intéressant a été fait en France en la matière, c'est l'introduction du principe de précaution dans la Constitution. Je le répète parce que c'est un élément de réponse, mais évidemment tout à fait partiel et insuffisant. L'absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable. Mais revient à la question du sujet. Les chercheurs estiment souvent à raison que les non-scientifiques ne comprennent rien. Et les politiques estiment aussi à raison que les scientifiques ne doivent pas décider tout seuls. Qui décide? Qui fixe l'agenda? Et puis au-delà, qu'est-ce que le progrès humain? Voyager, c'est un formidable progrès, mais c'est aussi peut-être une source de catastrophe écologique. Et enfin, le regard change. Le regard sur ce que peut nous apporter la science change. La première fécondation in vitro avait été considérée comme une manipulation diabolique par une grande partie de l'opinion publique, et maintenant elle est un espoir pour des milliers de couples qui n'arrivent pas à avoir un enfant naturellement. Les premières manipulations génétiques relevaient aussi apparemment du rêve du démiurge, et elles sont maintenant considérées comme l'un des champs essentiels de la recherche médicale. Enfin, le progrès scientifique est moins facile aussi à identifier comme tel. Nous avons des rendements décroissants dans la science qui renforcent aussi sans doute le doute. Pour mener le débat, nous allons avoir le déroulé classique de cette Université de la Terre, échange entre les 3 intervenants, questions du panel, et puis ensuite discussion ouverte à la salle. Alors, 3 intervenants par ordre alphabétique. Étienne Klein d'abord, qui est physicien au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique, et aussi docteur en philosophie des sciences. Donc il est ici à un double titre. Il est adjoint du directeur des sciences de la matière au CEA. Il a été auparavant occupé toute une série de fonctions sur des projets technologiques de très très haut rang, comme la conception du collisionneur linéaire supraconducteur à électrons-positrons.
Et puis, il a écrit des livres. Le dernier vient de sortir. Il s'appelle Galilée et les Indiens, sorti chez Flammarion. Il a écrit aussi Petit voyage dans le monde des cantats ou L'atome au pied du mur. Il fait partie du conseil scientifique de la Cité des sciences de l'industrie. Ensuite, Dominique Lecourt. Dominique est philosophe, directeur du centre Georges Canguilhem de l'université Paris 7 Denis Diderot. Il a été recteur, il est délégué général de la Fondation Biovision de l'Académie des sciences et président du conseil de surveillance des PUF, les presses universitaires de France. Il a écrit beaucoup de livres, dont Prométhée, Faust, Frankenstein, Fondements imaginaires de l'éthique. Frankenstein, c'est un petit peu l'un des éléments de notre débat aujourd'hui. Il a écrit Contre la peur, qui a été réédité en 1999, et plus récemment Humain post-humain, la technique et la vie. Enfin, dernier intervenant, Joël de Ronet. Joël est président de Biotics International. Il fait partie de ces hommes qui ont eu le bonheur de mener ou de se forger plusieurs vies. Joël est docteur et sciences. Il est conseiller du président de la Cité des sciences et de l'industrie. Il a été directeur des applications de la recherche à l'Institut Pasteur. Il a travaillé au MIT. Il a travaillé dans le Venture Capital. Il a aussi écrit de nombreux livres, dont Le cerveau planétaire, L'aventure du vivant, ou La plus belle histoire du monde, avec Yves Coppens, Hubert Reeves et Dominique Simonet. Et il a été chroniqueur de talent pendant très longtemps. Voilà, donc on va commencer avec vous, Joël. Vous avez vu les scientifiques à la fois en tant que scientifiques et en même temps en tant qu'observateurs. Qu'est-ce qui les pousse à progresser et comment la notion de progrès humain entre dans leurs préoccupations? Est-ce que c'est dans leur champ ou est-ce qu'ils s'en fichent? Alors il y a cette double notion de progrès, le progrès scientifique et le progrès humain qui est au cœur de notre débat, évidemment. Les scientifiques cherchent à acquérir des connaissances. C'est le progrès des connaissances qui importe pour les scientifiques fondamentalistes, bien sûr. Et d'ailleurs, pour les Grecs, acquérir des connaissances, c'était aussi les partager. Pourquoi faire? Pour pouvoir agir dans la cité. Donc il y avait traditionnellement cette relation entre l'acquisition des connaissances et l'action dans la cité. Et on peut dire qu'il n'y avait pas de coupure entre, d'une part, la recherche et d'autre part, les applications. Et puis, Francis Bacon, au XVIe siècle, a dit, en gros, dans la Nouvelle Atlantide, nous devons faire en sorte que la science serve au bonheur de l'homme. Et ceci s'est transformé au cours du temps par une sorte de course effrénée à la découverte, à cause de la pression des publications, à cause des concurrences entre les laboratoires dans le monde. Et on a ainsi vu cette sorte de rêve prométhéen, modifier le monde autour de nous par l'application des sciences, les sciences appliquées et la technique, prendre une tournure extrêmement rapide, il y a un siècle à peu près, ou peut-être avant, et qui a conduit donc, vous le dites très justement, certains scientifiques à penser à la recherche pour la recherche et pas suffisamment à la recherche pour le bien de l'humanité ou ce que l'on en fait. Pas tous, bien entendu, parce que beaucoup de scientifiques sont aussi des enseignants. Et le fait d'acquérir des connaissances et de les partager est déjà une action vers l'humanité, vers la société, un partage des savoirs. Mais ce qui a rendu très difficile ces partages de savoir et, je dirais, cette préoccupation du souci de l'humanité au sens large, c'est l'aspect linéaire de cette recherche, de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, de la recherche appliquée à la mise au point au industriel, au développement technique, à la mise au point de produits. Et donc, dans cette vision linéaire, on a la société, nous-mêmes tous, nous sommes un peu responsables, avons isolé les scientifiques fondamentalistes, les chercheurs appliqués, les ingénieurs, en donnant à chacun une fonction. Le chercheur fondamentaliste, il doit s'occuper de la connaissance pour la connaissance, de l'humanité pour l'humanité. Le chercheur appliqué a trouvé des nouveaux médicaments ou des nouveaux transistors, et l'ingénieur à les mettre en œuvre. En fait, le processus n'est pas du tout comme celui-là. Le processus est en fait un processus matriciel. En gros, si vous voulez, vous avez un axe des X, qui est celui qui immédiatement a des applications de la recherche pour la société, avec au milieu le brevet, disons. Et puis un axe des Y, où vous avez la recherche pour la connaissance, avec au milieu, disons, la publication. Et là, vous voyez qu'il y a une sorte de conflit entre la publication et le brevet. On pourrait penser qu'ils sont opposés. Le chercheur veut acquérir des connaissances, mais les applicateurs ou la société veulent des brevets pour que ça se développe plus vite dans l'intérêt social. Or, en fait, ce qui est intéressant, c'est la bissectrice entre ces deux axes. C'est une démarche scientifique et technologique qui, à la fois, fait avancer les connaissances, pour le bien de l'humanité, pour comprendre le monde autour de nous, et en même temps des applications qui peuvent conduire
à des applications sociétales et de nouveaux médicaments. Donc on a une matrice avec plein de cases et des interrelations entre toutes ces cases. Et donc une accélération, une convergence qui crée ce décalage dont je parlais tout au début, c'est-à-dire que le scientifique est confronté à cette pression internationale des publications. On peut penser qu'il laisse un peu de côté les besoins sociétaux. Pour certains, ce n'est pas du tout le cas. Pour d'autres, cette course étant effrénée, elle conduit aux erreurs que l'on a vues. Peut-être que tout à l'heure, on aura le temps de revenir sur qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce type de décalage. Mais je crois que dans la vision prométhéenne d'aujourd'hui, qui est celle aussi de l'industrie et de la technique, les échecs et les erreurs que l'on connaît, vous en avez cité quelques-uns, montre qu'aujourd'hui, face à la crise de l'environnement, face à la crise de l'action de l'homme sur le vivant par le génie génétique et maintenant avec ce que l'on appelle la biologie de synthèse, dont je pense que j'aurai peut-être l'occasion de vous redire quelques mots, parce que c'est à la fois un énorme espoir et en même temps une crainte, les scientifiques sont beaucoup plus concernés, et en particulier la génération montante des scientifiques. Ils sont beaucoup plus concernés par les problèmes environnementaux, les problèmes humains, les problèmes éthiques, les problèmes sociétaux, et les commissions qui sont mises en place dans le monde entier. La France a été un des pionniers dans le secteur des commissions d'éthique sur la biologie, montre que les scientifiques se préoccupent des applications de leurs découvertes. Ce n'est pas toujours le cas à cause de la pression dont je parlais, mais ça le devient de plus en plus. Merci Joël donc, de nous avoir campé ce paysage et fixé cette matrice et puis cette opposition apparente entre publication et brevet. Étienne, je vous poserai la question plus directement. Est-ce que la science nous a trahis ? Bonjour à tous. Est-ce que la science nous a trahis ? Évidemment non, puisqu'elle ne nous a rien promis. La science n'a jamais rien promis. Elle ne s'est jamais engagée à réaliser tel ou tel projet ou elle n'a jamais promis aboutir à telle ou telle finalité qu'elle aurait elle-même définie. Simplement, elle a été enrôlée dans un projet dont elle n'est pas responsable et à propos duquel, à mon avis, elle n'a pas de compte à rendre. Ce sont des philosophes, des penseurs, des scientifiques qui ont promis que la science allait permettre ceci ou cela. Et on peut concevoir une certaine déception quand on regarde la différence entre ces promesses et la réalité, même si du point de vue technique ou scientifique, même les utopistes du XIXe siècle n'avaient pas prédit le téléphone portable qui prend des photos. Autrement dit, les progrès techniques sont allés bien au-delà, pour ce qui est de la seule technique, des espérances des scientistes les plus optimistes. Simplement, le fait que vous posiez la question illustre l'ambivalence dans laquelle nous sommes. Si vous êtes chercheur et si vous expliquez que vos préoccupations sont purement cognitives, vous faites de la recherche fondamentale, ce qui vous importe, c'est de comprendre, eh bien, on vient vous reprocher de ne servir à rien ou d'être une danseuse de la République. Regardez ce qui s'est écrit, par exemple, lors du démarrage du LHC il y a à peu près un mois. À quoi ça sert ? Ne s'agit-il pas d'un circuit 24 pour adultes attardés, etc. Bon. Autrement dit, si on écoute ce courant de pensée qui se manifeste assez bruyamment, on devrait en tirer la conclusion que toutes nos recherches ne devraient être qu'appliquées. Et en même temps, quand on écoute les reproches qui sont faits à la science, ils ne portent pas sur les connaissances elles-mêmes, mais sur les applications nucléaires, OGM, nanosciences, etc. Et on reproche donc aux applications d'être responsables de tous nos maux. Et donc, si on écoute ce deuxième courant de pensée, qui peut d'ailleurs être porté par les mêmes que ceux qui portent le premier, eh bien, la conclusion, c'est qu'il ne faudrait faire de recherche que fondamentale, sans application, sans visée applicative, etc. Donc, on est pris dans une sorte de paradoxe dont je ne vois pas très bien comment on pourrait en sortir, si ce n'est en remarquant que, d'abord, il y a plusieurs sortes de progrès. Il y a le progrès scientifique, le progrès technique, qui, eux, sont incontestables. On comprend mieux la matière et l'histoire de l'univers aujourd'hui qu'il y a 20 ans, qu'il y a 100 ans, etc. Le LHC, cette machine dont je parlais tout à l'heure, va nous permettre, en matière de connaissances, de faire des progrès. On a plusieurs théories qui se font concurrence à très haute énergie. Laquelle est la bonne ? Seule les expériences du LHC nous permettront de le savoir. J'appelle ça un progrès scientifique. On pourrait dire la même chose du progrès technique. Les téléphones d'aujourd'hui marchent mieux que les téléphones d'il y a 20 ans, etc. Mais ce n'est pas ça qu'on appelle le progrès en général. L'idée de progrès qui a été théorisée au siècle des Lumières,
C'est l'idée que, entre ces différentes sortes de progrès, scientifiques, techniques, matériels, moral, politique, il y a une sorte d'embrayage automatique qui vient les relier les uns aux autres. Un progrès scientifique engendre un progrès technique, qui engendre un progrès matériel, qui engendre un progrès moral et peut-être politique. Donc, c'est l'idée que la science est la matrice de toutes les formes de progrès possibles. Avec d'ailleurs dans cette hypothèse quelques naïvetés. D'Alembert écrit que si on prend une nation tyrannique, n'importe laquelle, et si dans cette nation tyrannique on forme quelques géomètres, eh bien un peu plus tard, le peuple se libérera de son joug. C'est assez naïf. D'Alembert ne connaissait pas la Corée du Nord, où il y a d'excellents géomètres, d'excellents physiciens et une tyrannie de fer. Donc il ne suffit pas d'accéder à la connaissance pour que le système politique dans lequel on vit soit immédiatement démocratique et respectueux des libertés fondamentales. Même si, dans leur adolescence commune, la science et la démocratie se sont épaulées l'une l'autre. Mais le XXe siècle, disons, est venu brouiller cette relation et montrer qu'elle n'était pas automatique. Il y a une autre idée qui est présente dans l'idée de progrès en général, c'est celle d'universalité. C'est-à-dire l'idée, c'est que tout progrès va diffuser et finir par bénéficier au genre humain tout entier. Et il me semble que nous avons des problèmes aujourd'hui avec ces deux idées du progrès. D'abord, l'embrayage. L'embrayage ne fonctionne pas aussi bien que cela a pu être revendiqué. Il y a des endroits où le développement conduit à un sous-développement psychique, à des dégâts sur l'environnement, etc. Et deuxièmement, nous avons un problème avec l'universel, au sens où notre mode de vie, qui presque intégralement est dû au progrès technique, n'est pas universalisable. Aux deux sens du terme, c'est-à-dire à la fois spatial et temporel, ce mode de vie, celui d'un Français moyen qui consomme 80 milliards de joules par an pour se chauffer, se déplacer, s'alimenter, se distraire, etc., ce Français moyen a un mode de vie qu'on ne peut pas généraliser à 7 milliards de personnes, qui est la population mondiale actuelle, et on ne garantit pas que ce mode de vie pourra durer des décennies, notamment lorsque le pétrole aura disparu. Notre mode de vie réalisé grâce au progrès n'est pas universalisable et il n'est pas durable. Est-ce que la suite s'annonce comme une régression ou est-ce qu'on va trouver d'autres moyens pour continuer ce mode de vie grâce à des progrès de la science ou de la technique que nous ne pouvons pas deviner aujourd'hui? Je pense que la question est ouverte. Simplement, c'est 3 minutes, c'est ça? Donc, sont passés. Mon message, si vous voulez, c'est que toute connaissance nouvellement acquise, quelle qu'elle soit, et quelles que soient les applications qu'elle peut avoir ou ne pas avoir, a une valeur intrinsèque. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on voudrait que toutes les connaissances soient orientées vers des applications, que tous les programmes de recherche se définissent comme des projets, avec des promesses d'application. Je ne pense pas que ce soit aux scientifiques de définir le bonheur de l'humanité. À chaque fois d'ailleurs qu'on s'est fait une idée très précise du bonheur de l'humanité, ça aboutit à des génocides et à des catastrophes. Donc je pense que l'idée de bonheur de l'humanité est une notion qu'il faut laisser de côté et simplement reconnaître qu'une connaissance a une valeur en elle-même. La théorie de la relativité, qui est une nouvelle théorie de l'espace et du temps inventée par Einstein, a une valeur en elle-même et cette valeur serait la même si elle n'avait pas eu comme application ultérieure le GPS ou les réacteurs nucléaires ou la bombe atomique. Si elle n'avait eu aucune application, elle aurait la valeur d'une théorie qui permet de comprendre les liens véritables entre l'espace et le temps. Merci, je pense qu'on aura l'occasion de revenir. Sur cette distinction. On va continuer de questionner cette notion de progrès avec vous, Dominique. Donc, d'où vient cette notion de progrès, au-delà de ce qu'a déjà dit Étienne sur cette affirmation au XVIIIe siècle? On a dit déjà beaucoup, mais la première chose qu'il faut savoir, c'est que ça ne vient pas de la nuit des temps.
ça ne vient pas de la nuit des temps, ça ne vient pas de la Grèce antique, où au contraire, on avait formé l'idée d'un âge d'or, Hésiode, et l'âge d'or, il est dans le passé. Et on peut dire que l'humanité occidentale a vécu très longtemps avec l'idée que c'était mieux avant, que l'âge d'or était dans le passé. Autrement dit, la notion de progrès telle que nous la connaissons n'a commencé vraiment à prendre forme qu'avec le fameux embrayage dont vient de parler Étienne, c'est-à-dire sous la forme d'esquisses au XVIIIe siècle, Condorcet, Turgot, qui étudie les progrès de l'esprit humain. On n'emploie pas encore le mot de progrès avec un P majuscule de façon absolue. Et surtout, par ceux qui, au XIXe siècle, se sont présentés comme les héritiers de la philosophie des Lumières, française en particulier, et notamment un polytechnicien, parce que les scientifiques ont donné dans cette affaire, qui est Auguste Comte, notre grand polytechnicien philosophe, qui a pris pour devise de sa philosophie ordre et progrès. Ce qui voulait dire le progrès, il est absolu s'il est le développement de l'ordre. Et l'ordre, il est scientifiquement garanti. À partir de ce moment-là, le progrès devient le noyau d'une philosophie de l'histoire qui est une philosophie optimiste, c'est-à-dire d'abord anti-religieuse. On le voit chez Marcellin Berthelot. On revient sur la question de la trahison, de la déception. Marcellin Berthelot qui disait « La science va nous libérer de tous les mystères et les secrets de l'humanité. Désormais, la superstition n'aura plus cours. » Et quand on s'est aperçu à la fin des années 1880 que ce n'était pas tout à fait le cas, il y a eu une déception telle qu'un grand débat en France s'est développé sur la banqueroute de la science. Et c'est dans la revue des Deux Mondes, Ferdinand Brunetière qui dit « Oui, vous avez fait banqueroute, pourquoi? Parce que vous nous avez trop promis et vous n'avez tenu aucune de vos promesses. » Je pense que cet optimisme anti-religieux, qui est anticlérical, très lié en France, nous sommes dans un cas particulier, avec l'opposition de l'Église et de l'État, est en réalité ce dont il faut nous détacher aujourd'hui, car c'est un fatalisme. C'est le fatalisme du meilleur. Et un fatalisme, ça encourage une attitude de soumission. On n'arrête pas le progrès. Et si on n'arrête pas le progrès, vous n'avez rien à faire. C'était écrit, Jacques le fataliste. Bon. Et ça peut, dans cette soumission, évidemment, on peut trouver des compensations et des exaltations. Chacun connaît des gens qui aiment s'exalter dans la soumission. C'était le cas d'un romancier français un peu oublié aujourd'hui, Edmond About, qui a écrit un énorme volume sur le progrès, qui est un chef-d'œuvre d'exaltation optimiste de l'histoire humaine et du progrès. En 1864, si vous trouvez ça chez des bouquinistes, je vous le conseille, c'est absolument incroyable à lire aujourd'hui, parce qu'on voit l'humanité radieuse, éclairée par la science, par le progrès, et surtout par l'industrie. Voilà. Bon. Et or, ce fatalisme qui implique la soumission, il a un sens véritablement moral, puisque le mal, tout mal, est considéré comme soit un accident de l'histoire, soit une étape vers le bien. C'est un monde qui croit au bien. C'est peut-être croit à l'avènement inéluctable du bien. C'est aussi donc, en même temps, l'oubli que l'histoire humaine, c'est l'histoire d'êtres qui s'ouvrent des possibles par la liberté d'un jugement qui doute. Et c'est probablement cela qui est en crise aujourd'hui. Et ce que je redoute beaucoup,
c'est que la crise du fatalisme du meilleur, c'est-à-dire de l'optimisme rationaliste dont on parle tant, ne débouche sur un fatalisme du pire qui n'est pas moins attentatoire à la liberté et qui, de surcroît, offusque les facultés de jugement de l'esprit humain, mais nous verrons ça, je crois, tout à l'heure. Joël, une réaction à ce que viennent de dire Étienne et Dominique? Je suis d'accord que le progrès des connaissances est lui-même un progrès humain. La question qui est posée pour cet après-midi répond en partie. Le progrès des connaissances est un progrès humain. Et on pourrait peut-être inverser cette phrase qui figure en tête de cette discussion, le progrès scientifique au service du progrès humain. Moi, je voudrais tenter de l'inverser, de dire, est-ce que le progrès humain, dans le cadre d'acquisition des connaissances, peut-il être, non pas au service, mais accélérer ou aider le progrès scientifique? Moi, je pense qu'il y a une relation étroite entre les deux. Ce n'est pas unilinéaire de la science vers la progression de l'humanité, mais aussi les progrès de l'humanité en compréhension, en ouverture, peuvent aider la science à se développer. J'en veux pour preuve ce que j'appellerais la réappropriation par la société d'un certain nombre de découvertes ou d'applications scientifiques ou techniques, dans cette relation qu'on appelle en abrégé dans notre jargon STS, science, technique, société, science, technique, société, ce triangle extrêmement important. Prenez le cas, par exemple, du laser. Le laser était une découverte de recherche fondamentale qui avait strictement, au départ, pas d'application et pas d'intérêt. Et vous savez aujourd'hui que, suite à de multiples essais, erreurs, aujourd'hui le laser est partout, dans votre lecteur de disque, dans l'opération de l'œil, pour la mesure à distance, la télémétrie laser, la pollution, etc. Autre exemple, c'est l'opéron lactose, nom bizarre de cette découverte de François Jacob, Jacques Monod et André Lvov, qui leur a valu d'ailleurs le prix Nobel, c'est-à-dire ce système de lecture et de régulation du code génétique pour produire une protéine et s'arrêter quand la protéine a été produite en quantité suffisante. L'opéron lactose, c'était passionnant, formidable, augmentation des connaissances sur la découverte de la biologie, ce que la biologie était vraiment pour nous. Et puis, vous savez ce que c'est devenu, le génie génétique, des applications pour de nombreux médicaments, etc. Et sur le plan technique, quand on pense par exemple à la vitesse avec laquelle le téléphone portable s'est développé, il y a 3,5 milliards de portables dans le monde, plus que d'ordinateurs et de téléviseurs réunis, la vitesse à laquelle Internet s'est développé alors qu'il a été inventé par plusieurs personnes à la fois, ce sont nous, les usagers, nous qui en avons pris, qui nous sommes réappropriés ces outils. Alors la grande question, on en discutera certainement avec vous tout à l'heure, c'est qui maîtrise cette technoscience, ce développement technologique? Est-ce que le public, en se réappropriant ces nouvelles techniques, ces outils, peut lui aussi donner un avis éthique, un avis moral? Et j'en dirai quelques mots peut-être tout à l'heure sur les types de participation citoyenne auxquels on peut apporter aussi une amplification. Enfin, pour terminer sur cet aspect que le progrès scientifique et le progrès de la connaissance sont liés l'un à l'autre, et c'est même la quête de l'un par rapport à l'autre, c'est que la crise de confiance à laquelle nous assistons, qui est aussi l'objet de notre débat, cette crise de confiance avec les erreurs que vous avez citées, tient à la peur instinctive de ce qui est nouveau. La recherche fondamentale, par définition même, va amener tout d'un coup une proposition totalement inconnue dans notre univers d'idées, dans nos références, nous forcer à changer de paradigme, comme on dit en philosophie. Et donc, cette crainte de l'inconnu, cette peur du futur, fait que beaucoup de gens, et en particulier beaucoup de jeunes en France en ce moment à qui on pose la question, ont peur de cet avenir. On ne le voit que la crainte, que le risque par rapport aux avantages éventuels qui a l'air, quand on en parle, d'avoir une attitude optimiste, donc naïve, alors que l'attitude critique est plus porteuse. Je crois qu'il faut se libérer de ce manichéisme, être ou optimiste ou pessimiste. C'est les deux à la fois. Dans certains cas, il faut l'être, mais il faut être aussi constructif, pragmatique et raisonnable, raisonner en termes de ce que nous avons en main. Et enfin, cette peur, elle est aussi entretenue. Et je crois que ça, c'est une question dont il faudra certainement qu'on discute, c'est que nous vivons dans des sociétés de mise en scène de la peur. Cette peur, on la voit partout, à la télévision en permanence. La peur du CO2, bien sûr, la peur du chikungunya ou du virus de la grippe aviaire ou du tsunami. Et elle est entretenue, cette peur.
Elle est effectivement entretenue parce qu'elle sert beaucoup à la fois les médias, bon, c'est une partie aussi de la crainte de l'humain, l'angoisse de la mort, qui se vend et qui contribue à en parler. D'ailleurs, écoutez les conversations des gens dans la rue, on parle de maladies, on parle de catastrophes, on parle du mauvais temps. Et en même temps, ça sert les politiques. Parce que quand tout le monde est resserré par la peur, ça évite d'avoir des idées sur les mauvaises politiques qu'on nous propose. Donc, je pense aussi... Je pense que ce sentiment que les scientifiques sont dangereux est lié aussi à une fausse image que nous avons du progrès scientifique, du progrès technique, et donc lié au progrès humain. Alors, très vite Étienne, parce que sinon vous allez priver de parole Dominique, qui fut votre professeur. Le terme technoscience a été employé. Est-ce que vous pensez que la science est de plus en plus asservie au marché, ce qui est l'une des craintes qui explique ce divorce et cette peur? Je me demande pourquoi vous me réservez toutes les questions abruptes comme ça. Moi, je vais faire deux remarques. D'abord, à propos de ce qu'a dit Joël de René, je suis d'accord avec lui, mais je voudrais ajouter qu'il me semble que nous sommes en train de construire beaucoup plus une société à l'aise dans l'usage des technologies qu'une société de la connaissance. Et que ça risque de nous poser des problèmes, puisque cette idée selon laquelle la technoscience serait autonome par rapport à la science est une idée qui peut fonctionner pendant quelque temps, mais pas définitivement. Le sang de la technoscience, c'est quand même la science. Et si on perçoit la technoscience comme autonome par rapport à la science, si on considère par exemple que les élèves ingénieurs des grandes écoles scientifiques françaises n'ont plus besoin de connaître la théorie de la relativité, au motif qu'on peut écrire des codes de produits financiers nouveaux sans faire appel à cette théorie, ou même construire des ponts et des voitures sans faire appel à la théorie de la relativité, il me semble qu'on réduit la technoscience à son aspect purement pratique et on la coupe de ce qui peut la féconder. Et je crains que cette technoscience soit dans la position d'un personnage de Tex Avery, qui court sur le plateau, qui se retrouve dans le vide, et poussé par sa force d'inertie, il a un mouvement linéaire, et puis tout d'un coup, la gravitation reprend ses droits, et le personnage tombe au fond de l'abîme. Je dis ça parce que Joël a pris l'exemple du téléphone portable, 3 milliards de téléphones portables, mais qui sait comment ça marche? Même un ingénieur aujourd'hui qui sort d'une grande école est incapable de vous dire comment un objet aussi petit peut téléphoner, vous permettre de consulter Internet, prendre des photos. Qui le sait? Et donc, les objets techniques sont des objets avec lesquels nous avons un rapport qui est de plus en plus magique, et ça comporte des risques, puisqu'un jour, peut-être, plus personne ne saura dire comment ça fonctionne, ou ça sera réservé à une telle petite partie de l'humanité qu'elle prendra du coup un certain pouvoir. La question, c'est est-ce que la science s'est livrée au marché? La réponse est compliquée et doit être nuancée. Il y a une partie de la science qui n'est pas du tout livrée au marché. La physique des particules, c'est mon exemple favori. Le LHC, je peux vous dire que pour obtenir les budgets nécessaires à la construction de cette machine, c'est-à-dire 3 milliards d'euros pour 15 ans, financés par plusieurs dizaines de pays, c'est une machine quasi mondiale, c'est donc très peu par pays, mais il faut quand même beaucoup batailler pour obtenir l'argent qui permet de faire une telle machine dont les finalités sont purement cognitives. Un des buts, vous le connaissez, c'est de comprendre comment les particules ont acquis de la masse. Le fameux boson de Higgs. Si on découvre le boson de Higgs, on aura compris pourquoi les particules ont une masse. Alors on pourrait aller un peu plus loin, d'ailleurs on a essayé en disant, mais si on comprend comment les particules ont acquis de la masse, des ingénieurs très intelligents pourront construire une machine qui nous permettra de perdre de la masse, de perdre du poids. Et là, je suis sûr qu'il y aura un intérêt sociétal fort. Mais par honnêteté, nous nous refusons à glisser sur cette pente. Maintenant, il y a une autre partie de la science qui est financée parce qu'elle prétend répondre à des demandes sociétales. Or, ce que demande la société, c'est qu'on réponde à ces demandes sociétales. Et donc, qu'est-ce que la science, qu'est-ce que le scientifique doit faire dans cette situation? Est-ce qu'il doit faire des recherches qui vont dans ce sens-là au motif qu'il y a une demande, ou est-ce qu'il doit continuer à faire des recherches dont le but est, a priori en tout cas, parfaitement désintéressé? Le marché, c'est vous, c'est nous, ce sont les consommateurs. Et moi, je remarque que les consommateurs, de ce point de vue-là, ne me semblent pas faire d'une très grande maturité.
notamment les jeunes qui veulent le dernier modèle de téléphone, etc. Et pour faire un modèle de téléphone dans 6 mois qui soit beaucoup plus performant que le modèle d'aujourd'hui, il faut que beaucoup de scientifiques travaillent à l'optimisation des touches, des puces diverses qui sont installées dans cet objet. Et donc, on demande à des scientifiques de satisfaire le besoin des consommateurs, même lorsque ce besoin a des allures de caprice. Très rapide. Joël? Oui, Étienne, les besoins, bien sûr, c'est une chose essentielle, les besoins de l'humanité, mais on transforme des besoins en désirs et des désirs en fantasmes. Et ça, c'est une force de la publicité, je ne suis pas du tout pour, mais ça veut dire que vous avez ça, c'est déjà démodé, vous avez un BlackBerry, il y a le Storm qui vient de sortir, vous avez un téléphone, il faut l'iPhone G3, il y a ce que j'appelle le blues débranché, on est toujours en retard d'une nouvelle découverte, on pousse à ce que les besoins deviennent des désirs inexprimés et des fantasmes. Est-ce que c'est utile d'avoir 6500 sonneries de téléphone qu'on peut télécharger sur Internet ? Est-ce que, comme on l'a vu à la télévision hier soir, c'est utile de pouvoir avoir Internet dans sa voiture, vraiment, et de se voir en marchant dans la rue avec le visiophone? Donc, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il nous faut mettre en considération dans nos discussions. C'est la transformation des besoins dont tu parles très justement, Étienne, par le marché en désir suscité et finalement en fantasme. Alors, Dominique, très vite aussi, pour qu'on puisse rentrer dans le débat avec la salle, est-ce que c'est ce qui vient d'être évoqué ici, le marché, ce passage du besoin au désir puis au fantasme, est-ce que c'est là la racine de ce qui a fait éclater cette notion de progrès? Je crois qu'il y a de la philosophie de l'histoire dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que le mal, il est évident. On peut pas, depuis la guerre de 14, en gros, on voit les philosophes qui commencent à faire écho à l'idée que le progrès, c'est peut-être pas si automatique que ça, et que la formule « on n'arrête pas le progrès », maintenant, elle prend un sens un peu ironique. On se demanderait plutôt comment faire pour l'arrêter. Bon. C'est ensuite la bombe atomique en 1945, car Hiroshima et Nagasaki, quand vous regardez les journaux de l'époque, vous vous apercevez que, d'une part, Le Monde, qui est encore un optimiste scientiste en première page, mais Hiroshima, une grande manipulation scientifique, un succès mondial. Bon. Et puis ensuite, il y a tous ceux qui commencent à s'interroger sur l'avenir de l'humanité. Et puis il y a la biologie qui vient, dont parlera sans doute Joël, qui vient après, disons 15 ans plus tard, inquiéter parce que ça touche à l'intimité du vivant humain et d'abord à la question de la filiation. À partir du moment où il y a des possibilités d'intervenir sur le processus de procréation, la nature qui était biologique, qu'on avait imaginée comme référence au progrès, ça apparaît cette fois-ci mobile, malléable, et c'est ce qu'on appelle à ce moment-là une perte de repère. Et puis, il y a le milieu. On voit qu'il n'est plus possible de distinguer, de dissocier l'homme et son milieu. Dans la philosophie classique, chez Newton ou chez les scientifiques classiques, il y avait l'idée que l'homme était une sorte de spectateur de la nature qui déchiffrait l'ordre de la nature. On s'aperçoit qu'en réalité, il est parti de la nature et son action a des effets de transformation profonde qui rétroagissent sur lui. Et puis, bon, vous venez de parler du portable. Le portable, il y a un autre aspect qu'il faut invoquer, c'est la modification complète du rapport des êtres humains les uns avec les autres, la modification de notre notion de l'espace, la modification de notre notion du temps. Nous n'attendons plus comme avant. Les sentiments les plus intimes sont devenus malléables par cette technologie. C'est une transformation très profonde et qui n'est pas simplement... Alors évidemment, elle est encouragée par le marché, elle est secondée, renforcée par la communication et la pub. Mais enfin, voilà. Donc, je crois qu'il y a effectivement une crise de la représentation que nous faisions de la science et de la technologie dans le progrès humain. Et
je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'essayer d'échapper à la fois à l'optimisme et au pessimisme. Joël disait l'un et l'autre, ni l'un ni l'autre. Pour moi, c'est plutôt ni l'un ni l'autre. Il faut penser au-delà et se demander, réaffirmer, mais concrètement, la liberté de choix entre les possibles, qui est la grandeur de l'humanité. Il y a un philosophe qui est aujourd'hui bien oublié aussi, qui a fait un livre qui s'appelle l'Uchronie, à la fin du XIXe siècle. Il dit, voilà, écrire au lieu de faire une utopie, c'est-à-dire d'inventer une forme de société dans l'avenir, dans le futur, qui serait issue du développement de l'actualité, essayons d'imaginer en arrière quels choix ont été faits qui nous ont engagés sur la voie où nous aboutissons aujourd'hui, et qu'est-ce qui se serait passé si on avait fait d'autres choix. Car il y a toujours des possibilités de choisir entre des possibles. Il n'y a pas une loi de nécessité qui serait une loi historique qui s'imposerait à la liberté des êtres humains. Ça, c'est une histoire qui n'a que trop duré dans nos consciences. Voilà. Merci de ce bel éloge de la liberté. Donc déjà beaucoup de questions. Aussi, on voit des points saillants et puis des points d'opposition. La parole est à la salle. On commence par le panel qui a préparé un certain nombre de questions, qui n'est pas au premier rang, contrairement à ce qui est indiqué sur mon petit papier, mais au deuxième rang. Donc voilà, vous appuyez sur le petit bouton, vous présentez. Bonjour, Pauline Robert Degenet d'AgroParisTech. Donc moi, je voulais vous demander dans quelle mesure l'éthique était prise en compte pour la prise de décision de l'application de la science. Éthique et sciences. Joël d'abord. En biologie, il est clair que puisqu'on touche au vivant, à ce qu'il y a de plus profond en nous, la procréation, le clonage, les cellules embryonnaires, la neurobiologie, tout ceci nécessite évidemment une réflexion éthique fondamentale. La France a été pionnier dans le monde entier en créant ce qu'on appelait les commissions nationales d'éthique, qui ont été reprises dans de nombreux pays, à laquelle participent bien sûr des scientifiques, des médecins scientifiques, des autorités morales, des autorités religieuses, politiques, même des industriels. Ces comités d'éthique sont là pour, non pas édicter des lois, ce n'est pas leur rôle, mais aider les députés, les sénateurs à promulguer un certain nombre de lois pour éviter d'aller trop loin, pour créer des garde-fous. Et le comité d'éthique et l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'OPE-CST en France par exemple, jouent ce rôle, ce qui fait que beaucoup de scientifiques maintenant dans ces domaines-là sont obligés de réfléchir dans ce contexte. Je pense que les termes d'éthique ne s'appliquent pas seulement à la biologie. J'ai proposé il y a quelques années avec d'autres de créer les termes d'info-éthique et d'éco-éthique. L'info-éthique voulant dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec des informations numériques sur la vie privée des gens, et l'éco-éthique étant qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec la terre qu'on va léguer à nos enfants. Dominique. Je veux bien dire un mot parce que je préside un comité d'éthique, celui de l'IRD, l'Institut de la recherche pour le développement, où nous rencontrons beaucoup de problèmes qui sont liés au fait que la recherche occidentale, quand elle s'applique en Afrique, si nous voulons par exemple en médecine obtenir le consentement éclairé, qui est le centre même de l'idée de l'éthique en Occident, nous avons des difficultés car l'idée de consentement éclairé n'est pas dans la culture. Et d'abord, l'idée de la décision individuelle répugne à beaucoup de sociétés africaines, où c'est une consultation collective qui est seule valable. Et d'autre part, l'idée de la signature d'un papier est considérée par beaucoup de nos interlocuteurs africains comme une insulte à la parole qui est là la valeur suprême. Donc, d'une façon plus générale, je crois que l'éthique, après tout, c'est une branche de la philosophie, c'est une réflexion sur la hiérarchie des valeurs en fonction de l'idée générale que nous nous faisons de l'homme, une certaine idée de l'homme. Et par conséquent, toutes les recherches, spécialement évidemment sur le vivant, mais aussi en environnement, qui bousculent la hiérarchie des valeurs antérieurement ou jusqu'à aujourd'hui admises, eh
bien, elle demande à ce qu'on repense la hiérarchie de nos valeurs, ce qui demande un effort considérable. C'est pour ça que les comités ont un rôle à jouer qui est, à mon sens, de répandre partout l'esprit éthique, c'est-à-dire l'esprit d'interrogation sur l'idée que nous nous faisons de l'homme. Étienne, un petit... Moi, je peux simplement ajouter que l'éthique, ce n'est pas une réponse, c'est-à-dire c'est plutôt une façon de s'interroger à propos des nouvelles questions posées par les possibilités de la technique. Et je trouve que trop souvent, on l'invoque comme si cette seule invocation allait nous tirer d'affaire, c'est-à-dire sans qu'on soit obligé par la suite d'exercer notre libre choix. Et si on prend l'exemple qui pourrait d'ailleurs devenir un cas d'école, celui des nanosciences et des nanotechnologies, là, le débat a commencé, alors que les applications des nanosciences, pour l'instant, sont quasi inexistantes, mais on sait que bientôt, la question va se poser. Que fait-on des nanosciences ? Doit-on accepter, a priori, toutes les possibilités, dont certaines sont très séduisantes, notamment pour pallier certains handicaps, on peut faire entendre les sourds, voir les aveugles, etc. Mais il y a aussi d'autres applications qui sont problématiques. Des questions éthiques se posent. Est-ce qu'on doit répondre aux questions éthiques que posent les nanosciences en invoquant l'éthique habituelle ? Ou est-ce qu'il faut inventer une nouvelle éthique qui s'adapte à ces nouvelles possibilités ? Voilà le genre de questions qui se posent, qui ne sont pas simples du tout. Mais j'ai l'impression que si on veut éviter les problèmes que nous avons eus avec le nucléaire ou qu'on a eu récemment et qu'on continue d'avoir avec les OGM, il faudrait trouver, à propos des nanosciences, les modalités d'une prise de décision qui rendent justice à l'éthique, mais qui tranche aussi la question de savoir comment on décide et qui décide. Quelle est la part qui revient à la discussion générale ? Quelle est la part qui revient à l'avis des experts ? Quelle est la part qui revient à la décision politique ? Il faudrait qu'on arrive à mettre sur pied une telle procédure de décision, de telle sorte qu'à la fin, même si la décision qui a été prise ne nous satisfait pas, on la respecte parce qu'elle a suivi la procédure qui a été, elle, obtenue de façon consensuelle. C'est un point tout à fait clé, parce que ça suppose qu'on s'y conforme, même si on se rend compte, en voyant ce qu'ont fait par exemple d'autres pays, qu'on a pris une mauvaise voie. La question du on, là, est absolument fondamentale. Mais là encore, il y a toutes les ambivalences, toutes les contradictions même que j'ai évoquées dans mon introduction, c'est-à-dire nous ne sommes pas clairs sur ces questions. Nous ne voulons pas des nanosciences, a priori, j'entends ça souvent, mais nous ne voulons plus vieillir. Bon, on ne peut pas avoir la vertu de la crémière et le sourire du crémier. Ça, on revient souvent à ce constat. Deuxième question du panel. Oui ? Oui, bonjour messieurs. Mesdames et messieurs, bonjour aussi. Je m'appelle Jimmy Shipdod, je suis donc étudiant à l'université de Cergy-Pontoise, Master 2, droit éthique des affaires. Voilà, donc moi j'écoute ce que vous dites depuis tout à l'heure, et je regarde le thème. Je vois deux termes qui se dégagent, progrès scientifique et progrès humain. Mais surtout le progrès humain. Or, le XXIe siècle est connu pour être le siècle de la prise de conscience de la place de l'homme dans son environnement. Il n'y a qu'à voir l'ensemble des directives communautaires qui ont été prises, à peu près, je crois, 500 en 8 ans, à peu près, un peu plus de 500, dont 50 transposées en France seulement, mais bon, passons. Moi, ma question, c'est de savoir si parler de progrès humain au vu des problèmes de l'environnement et mettre le progrès scientifique au service du progrès humain, est-ce que ça peut réellement être un progrès ? Voilà. On a déjà donné des éléments de réponse, mais Dominique, vous voulez... Ce qu'on a entendu entre Joël et Étienne, c'est qu'on peut partir du progrès scientifique et s'interroger sur le progrès humain qui s'ensuit. C'est la position classique qui dit c'est automatique. En somme, plus vous avancez dans la connaissance, plus il y a d'applications qui sont bénéfiques, plus le bien-être se répand. Donc les sentiments d'hostilité qui existent entre les hommes s'effacent, les guerres disparaissent. Et la morale y trouve son compte. C'est merveilleux. Voilà. Ou alors c'est la situation inverse que Joël a proposée, qui consiste à dire qu'il faut partir du progrès humain pour diriger, en somme, le progrès scientifique.
Mais à ce moment-là se pose la question de ce qu'on appelle le progrès humain. Et là, le progrès humain, c'est en fonction d'une certaine idée de l'homme, comme je disais à l'instant, c'est-à-dire d'une hiérarchie des valeurs. Et or, comme le rappelait Étienne à l'instant même aussi, cette hiérarchie des valeurs, elle donne lieu, puisque tout le monde n'est pas d'accord, par définition, puisque nous sommes libres, nous ne sommes pas d'accord, eh bien, elle donne lieu à des dilemmes. Je veux ça et ça. C'est deux logiques qui sont contradictoires. Les questions éthiques se présentent le plus souvent sous la forme de dilemmes. Donc, il faut trancher. Bon, voilà. Il faut organiser les moyens dans nos sociétés très complexes pour qu'un débat puisse permettre à chaque instant de repenser, car il n'y a pas de solution définitive. Il n'y a pas de solution définitive. Le débat sur les nanotechnologies, c'était effectivement très frappant. Il commence avant même qu'il y en ait. Il y a un roman merveilleux qui s'appelle La proie, The Prey, de Crichton, qui a tout de suite, bien avant le coup, si j'ose dire, fait une vision apocalyptique, cauchemardesque en tout cas, de ce qu'allait être le développement social des nanotechnologies. Mais lui, il est dans le fatalisme. Hein, c'est vraiment implacable. Si on refuse le fatalisme, question, c'est de savoir par avance si on va dire on accepte les nanotechnologies et tel ou tel risque qu'on pourra préciser parce qu'il y aura des applications médicales merveilleuses comme on l'a vu à propos du clonage, ou est-ce qu'on refuse parce que le risque est trop grand? D'où les débats très vifs autour du principe de précaution, qui peut être soit un principe d'inhibition, d'interdiction, de conservation, soit au contraire une incitation à aller plus loin, mais en pensant qu'on n'a jamais fini de réfléchir aux conséquences que ça va avoir. Joël, un mot? Oui, sur la question, encore une fois, du progrès humain par rapport au progrès technologique, la question c'est qu'est-ce que l'on considère comme réalisant un progrès par rapport à ce que les gens en font? Je vais vous donner un exemple qui concerne les jeunes dont vous parliez tout à l'heure. Si vous prenez 12 ans et disons 18 ans, les ados un peu plus, ils ont des outils extraordinaires d'acquisition des connaissances, Google, la mémoire du monde, Internet, le téléphone portable, l'iPod, etc. En fait, ils passent énormément de temps sur leur téléphone portable, à s'envoyer des textos, énormément de temps sur leur iPod à écouter de la musique, quelquefois même en apprenant leurs devoirs et en regardant la télé en même temps. Ils sont multitâches. Ils ont un sens complètement perdu de l'irréversibilité du temps à cause du replay. Parce que si on n'a pas le replay, l'événement n'existe pas. Il faut revoir le foot, il faut revoir le ballon au fond de la cage, il faut revoir l'accident de voiture, l'accident d'avion, le replay. Donc ils ont perdu le sens de l'irréversibilité du temps. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas sans doute aussi s'engager de manière irréversible dans la vie. Donc tout ce qui a l'air d'être des progrès, ce que je viens de citer, Google, c'est le copier-coller numéro 1 pour tous les professeurs qui corrigent des copies des étudiants. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont externalisé les processus de connaissance. La mémoire globale, ils vont chercher, elle n'est plus dans leur tête. Ils ont des têtes vides, en fait. Hein. Mais ce n'est pas péjoratif ce que je dis, parce que ça peut se nourrir de beaucoup de choses utiles. Quand ils ont besoin d'un avis, ils vont tout de suite sur MSN ou les forums ou Facebook pour demander aux copains ce qu'ils en pensent. Et donc, cette externalisation des processus de connaissance pourrait être transformée en quelque chose d'extrêmement positif avec un encadrement. Un encadrement ouvert, parental, professoral, pour que ces techniques qui s'accumulent, si vous voulez, dans la vie de ces jeunes, ne les transforment pas, comme le dit Jacques Attali, en autistes numériques, c'est-à-dire en gens qui sont de plus en plus isolés, en fait. Ils communiquent par SMS, par texto, par Internet, mais moins d'une manière humaine. Et je vais vous donner des chiffres, vous pouvez les noter, ils sont officiels, c'est les chiffres de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales. Un ado que je viens de citer passe 1500 heures par an devant 4 écrans, 750 heures devant la télé et les autres 750 heures devant 3 écrans, les jeux vidéo, leur téléphone portable et l'écran du MSN d'Internet. Ils passent à peu près 500 heures à l'école, si je mets dedans les travaux dirigés, la gym et tout, etc., donc d'heures de classe avec des profs ou d'heures de sortie, et 80 heures par an à parler à leurs parents. Et pas passe-moi le sel, va te coucher, il est trop tard.
ce qu'on appelle une conversation intéressante sur l'avenir de la France ou la crise financière, par exemple. Donc, tout ceci nous explique quand même, ouais, c'est dramatique, mais enfin, disons plus gai que ça, sur le réchauffement climatique. Tout ceci nous dit que la technique est là, les outils sont extraordinaires pour l'acquisition des connaissances, mais l'important, ce n'est pas la technique en elle-même ou l'usage que les jeunes en font déjà, c'est la capacité à les aider à encadrer cette nouvelle culture pour aborder la complexité du monde qui vient. Un petit chiffre pour compléter votre série. Aux États-Unis, un adolescent à 17 ans a déjà vu 15 000 crimes. Voilà. Michel Serres a cité cette phrase-là. Une dernière question du panel avant les questions de la salle. Oui, bonjour, Alexandre Brantus, étudiant à Supélec. Donc on a pas mal parlé de la complexité des systèmes techniques et même des théories scientifiques qui un petit peu éloignent la science du public. Donc ma question se rapporte au progrès humain en fait, parce que si les gens appelés les sachants sont à peu près capables de mesurer les effets et de comprendre les théories, le public reste dans le flou et l'incompréhension. Donc ce phénomène peut engendrer une crise de confiance. Et est-ce que ce n'est pas assimilable plus à une régression d'un point de vue société plutôt qu'un progrès par rapport au progrès humain ? C'est pour ça qu'il existe des lieux comme la Cité des Sciences et l'Industrie. Enfin, je ne fais pas ma pub au passage, mais non. Mais ce qui a été dit aussi tout à l'heure par Étienne sur la relation entre le politique, le scientifique et le grand public est fondamental. Fondamental. C'est que pour qu'on arrive à maîtriser cet emballement dont nous sommes tous conscients de ce qu'on a appelé la technoscience, et d'où la crise de confiance entre le public et les institutions scientifiques ou techniques, c'est que la relation entre le politique et le scientifique, ou l'expert d'ailleurs, ne suffit plus. Sont venus se greffer dessus la relation aussi avec le juridique et le médiatique, dans une sorte de losange. En haut, il y a le politique, si j'ose dire, en haut, son expert, et le politique va dire à l'expert, est-ce que je promulgue une loi? Est-ce que j'arrête tout? Est-ce que je continue? Donnez-moi votre avis. Et l'expert va lui dire, j'ai pas encore assez de temps, il faut un budget supplémentaire. C'est-à-dire, il est tout à fait en demi-teinte, en gris, alors que le politique veut du noir-blanc. J'y vais ou j'y vais pas? Et puis se greffe dessus le juridique, principe de précaution, attention, vous ne pouvez pas le faire, on va en parler, et le médiatique qui amplifie évidemment les choses dans l'optique de la société de mise en scène de la peur dont je parlais. Et au centre de mon losange, qui y a? Ben nous, les citoyens. On nous a privés de ce droit de parole. Et c'est pourquoi il est essentiel de reconstituer ce qu'on appelle des débats citoyens, des consensus, des débats de consensus, des débats participatifs. C'est un grand mot qu'on avait lancé à la Cité des Sciences avant que certains candidats ou candidates s'en emparent pour la campagne électorale présidentielle. Enfin, le débat participatif citoyen, pour employer des grands mots, sur les buts et les objectifs de la science et de la technique et la nécessité de comprendre les enjeux des OGM, des nanotechnologies ou, je l'ai rapidement dit tout à l'heure, de la biologie de synthèse. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, en deux mots, le génie génétique consiste à modifier un gène pour modifier une protéine. La biologie de synthèse va constituer à reprogrammer l'ensemble du patrimoine génétique. Commence ici, si, if then, go there, do loop, vous vous rappelez le basique. Et aujourd'hui, ça existe, ce genre de choses pour le génie. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Comment on va modifier l'évolution et comment expliquer d'une manière claire aux gens les enjeux de la biologie de synthèse? On s'efforce de le faire dans nos bouquins, chacun d'entre nous ici autour de ce panel. Lui, Étienne pour la physique, Dominique pour la philosophie des sciences et l'épistémologie, moi pour la biologie en général. Eh bien, je crois que ça ne suffit pas. Il faut aussi des lieux relais. J'ai parlé de l'OPECST tout à l'heure, où les parlementaires, députés, sénateurs débattent des grandes questions qui vont des OGM au téléphone portable ou au nucléaire. Il faut des relais comme le Palais de la Découverte, le CNAM, la Cité des Sciences et les grandes institutions scientifiques, le CNRS, l'INRA, l'INSERM, l'Institut Pasteur, qui tous ont maintenant un système de communication, et évidemment les médias, qui jouent un rôle important pour faire en sorte que le public arrive à comprendre ce qui se trame dans les laboratoires et dans les bureaux feutrés des décisionnaires industriels et politiques. Dominique, sur ce lien indispensable entre l'opinion et le chercheur. Pour répondre directement à la question c'est effectivement comment juger de la valeur des effets. Bon, ça demande ce qu'on appelait traditionnellement l'esprit critique, le développement de l'esprit critique. Or, ce développement de l'esprit critique rencontre quelques obstacles, mais moi, il me semble quand même que l'obstacle majeur, c'est que l'enseignement des sciences, je ne parle pas seulement de l'université, je parle du lycée en particulier, l'enseignement des sciences n'est pas fait de telle façon qu'on
développe l'esprit critique. On apprend des recettes, on apprend des résultats, et les élèves ne sont pas placés devant l'histoire des pensées qui soutiennent la pensée scientifique. C'est pour ça que les étudiants que j'ai à Paris 7, qui est une grande université scientifique, sont des étudiants qui viennent, en somme, enfin en maîtrise, faire de l'épistémologie et de la réflexion philosophique pour ces raisons-là. Alors je crois qu'il y aurait je plaide toujours pour cette même réforme qu'on a un peu amorcée il y a quelques années, qu'il y aurait avantage, et même un avantage vital, à ce que l'enseignement des sciences soit nourri d'histoire, de philosophie, non pas comme discipline, mais comme instrument d'esprit critique à forger ce qui est urgent. Question de la salle, je propose que nous en prenions 3. On va commencer donc. Étienne, mais ensuite, ça laisse-moi. Voilà. Excusez-moi de prendre sur votre temps de parole, mais je suis quand même frappé par l'évidence qu'a pour vous la notion de progrès humain. Moi, c'est une notion vraiment problématique, j'insiste. Est-ce que c'est une notion individuelle, par exemple? Est-ce que c'est le progrès de l'homme? Est-ce que c'est une notion collective, le progrès de l'humanité? Selon quels critères est-ce qu'on la mesure? Avec quels outils? Par exemple, les nanosciences dont on a parlé, elles pourraient permettre, c'est ce que croient les transhumanistes, de faire en sorte que certains individus qui bénéficieraient de ce qui est le meilleur dans le domaine vieillissent beaucoup mieux que les autres, plus longtemps que les autres, soient débarrassés des soucis du corps qui nous affectent tous, etc. Et donc, il y aura un progrès de l'homme. La question, c'est est-ce que ces progrès vont se généraliser ou est-ce qu'ils vont au contraire cliver l'humanité en deux parties? Il y aurait les humains d'un côté, les post-humains de l'autre. Montaigne, reprenant Tarence, disait « Je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Est-ce que les post-humains diront « Je suis post-humain, mais et pourtant, rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Il y a des doutes. Bon. Est-ce qu'ils sont solidaires? Certainement pas. Maintenant, la question que vous posez par la suite, c'est la question du partage des connaissances. Alors, le problème de la science et de la physique en particulier, c'est qu'elle est un dévoilement très puissant. On a compris des tas de choses à des échelles de distance extrêmement petites. Mais ce dévoilement est aussi un obscurcissement puisqu'il nous est révélé par le biais d'outils mathématiques extrêmement compliqués. Et d'une certaine façon, la physique, et je suis bien placé pour le savoir, n'est pas vulgarisable. N'est pas vulgarisable. Où elle est au prix d'un travail énorme qui n'a pas d'ailleurs un succès colossal. Et moi, qui suis toujours attentif aux paradoxes de la société, j'observe une contradiction, une fois de plus, entre le droit de savoir qui est réclamé par tous et qui est évidemment légitime en démocratie, et le désir de connaître, qui est beaucoup plus timide, plus chronophage. On demande des débats citoyens sur tous les sujets, et lorsqu'on les organise, il n'y a pas grand monde. Souvenez-vous du débat public sur les déchets nucléaires, organisé dans toutes les grandes villes de France. J'y suis allé à chaque occasion. Dans la salle, dans le meilleur des cas, alors que c'était un débat national, il y avait 250 personnes, et j'en connaissais 180. Joël a une définition très rapide du progrès. Ensuite, 3 questions, c'est promis. Définition du progrès. Le progrès est une doctrine qui rend compliqué ce qui était simple. Et puis on peut ajouter à ça, préférons un surplus de sagesse à un excès d'information. Bon, les médias en prennent encore plein la gueule. Donc une question là. Il y avait une question là-bas, et j'en voudrais une par là-bas. Il y en a une par là-bas ou pas? Alors, monsieur d'abord, monsieur ensuite. Medj, informaticien. Je ne sais pas si vous entendez. Non, Medj, informaticien. C'est un peu lié aux neurosciences. Il y aurait des études en cours aux États-Unis sur le problème des consciences, des intuitions, livrées à tout un tas de modifications génétiques et autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur là-bas. D'abord, je voulais vous remercier parce qu'enfin, nous avons, et c'est ce que j'apprécie chez vous, nous avons des scientifiques qui sont philosophes.
donc qui ont effectivement cette sagesse. Merci beaucoup. Pour philosopher un peu plus loin, on parle de progrès. J'aime beaucoup cette expression que disait à une certaine époque de la Grèce antique Socrate lorsqu'il était face à ses juges et qui disait « Je suis heureux d'être ce que je suis, ni savant de votre savoir, ni ignorant de votre ignorance. » Et j'aimerais parler de progrès par rapport à ce que je trouve de plus beau, messieurs, chez vous. C'est cette qualité exceptionnelle et cette humilité que vous avez par rapport à votre connaissance, dont nous avons aussi cette ignorance, et donc par rapport à cette ignorance et à ce chemin du possible. Donc ce progrès, cette ouverture à chaque fois présente dans vos travaux, qui montre que quelque part, on avance à petits pas, qui sont des pas de géant pour l'humanité, et où ça s'arrête. Effectivement, je pense que le progrès ne s'arrête pas de la même manière que la nature ne s'est jamais arrêtée depuis 4,5 milliards d'années. Troisième intervention là-bas. Henri Bourgeois, élève à l'École des Mines de Paris. Ma question porterait sur la biologie synthétique. Donc on en a parlé plus ou moins durant le débat. Je voudrais savoir dans quelle mesure vous pensez que les progrès vont se faire, si progrès il y a, en tout cas les découvertes. Et donc on a déjà, il y a des publications qui montrent pas mal de choses. On modifie le vivant, on crée des bactéries qui reconnaissent la TNT. Ça permet de trouver où sont les mines dans les champs. D'un autre côté, on a généré de manière tout à fait synthétique le virus de la polio. Ma question, c'est, en France, on est en train d'avoir un débat sur les OGM. Tout le monde pense aux organismes génétiquement modifiés qu'on va trouver dans les champs et autres. Est-ce qu'on ne devrait pas accélérer le débat en pensant à ce qui va arriver très vite avec ce que la science va produire ? Tout à fait d'accord, absolument avec vous. C'est que la biologie de synthèse est difficile à expliquer puisqu'il s'agit de la reprogrammation de la totalité d'un génome, d'une bactérie, d'une levure, d'un être vivant en général. Donc de le reprogrammer comme on reprogramme un ordinateur, pas seulement un gène pour fabriquer une protéine. Ça, c'était, si j'ose dire, le génie génétique. Maintenant, il s'agit de reprogrammer. Il existe sur Internet ce qu'on appelle des DNA cassettes, c'est-à-dire des séquences d'ADN qui ont été étudiées par des labos dans le monde pour faire telle chose ou telle autre, commencer ici, arrêter là, faire une boucle, terminer, etc., que l'on peut gratuitement télécharger, il n'y a pas de brevet dessus, et grâce à une machine à synthétiser les gènes, pour ceux qui ne le sauraient pas, il existe commercialement dans tous les labos du monde des machines à synthétiser les gènes, ATG, CTG, toutes les lettres du code génétique, on les tape sur un clavier, il y a des espèces de pompes et de machines hydrauliques et des nanotechnologies qui accrochent les unes derrière les autres les perles du collier de cet ADN, et donc on peut fabriquer des gènes synthétiques, les introduire dans des organismes et les faire fabriquer des substances qui ne fabriquaient pas normalement. Pour vous donner un exemple, il y en a 1000. Craig Venter, qui est un grand chercheur américain qui a gagné beaucoup d'argent dans sa société qui s'appelait Celera Genomics, qui accélérait le découpage du génome humain, vient de créer Institute for Alternative Biology, c'est-à-dire un institut qui veut faire de la biologie de synthèse pour non pas extraire et isoler des bactéries qui peuvent produire des médicaments comme on le fait aujourd'hui, mais fabriquer ces bactéries ou ces levures. Et un de ses grands projets pour lequel il a obtenu beaucoup de crédits gouvernementaux et privés, c'est de fabriquer des algues et des bactéries photosynthétiques hyper productrices d'hydrogène. L'hydrogène étant utilisé ensuite dans des piles à combustible pour faire marcher les voitures du futur. Alors voilà un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Et vous avez parfaitement raison de dire qu'il faut informer les gens maintenant très vite. Je ne dis pas que tout sera dangereux dans la biologie de synthèse, mais je crois que ça posera beaucoup plus de problèmes que le génie génétique et les OGM. Donc informons les gens, on s'efforcera de le faire, et bien entendu à la Cité des Sciences. Dominique, sur la première question. Juste une petite remarque. Je vous ai entendu faire l'éloge de l'humilité des scientifiques. Comme je ne suis pas, je peux répondre que ce n'est pas la qualité majeure que je leur reconnais. Bon, cela dit, excusez-moi. Quant aux neurosciences, il y a tout un trafic qui se fait autour des neurosciences aujourd'hui. Pensez qu'en 2 mois, je viens de lire dans des grandes revues scientifiques de diffusion scientifique, 2 articles quand même sidérants. Un, l'explication par des neuroscientifiques américains de la propension au vote. Bon.
Alors, on n'a pas encore assez de finesse, je suppose, dans l'analyse pour savoir si c'est républicain ou démocrate, mais voter ou ne pas voter, donc ça s'expliquerait par la structure du cerveau. Bon. Et puis, alors, il y a quelque chose de beaucoup plus dramatique. En Inde, sur la base de travaux qui ont été faits aux États-Unis, on a condamné une personne d'après l'image de son cerveau en activité, parce qu'on prétend pouvoir détecter si le récit d'un souvenir correspond à une réalité ou n'est simplement qu'un souvenir d'emprunt. Et donc on a condamné une femme pour avoir tué son amant, empoisonné, bien entendu, et sur cette seule base, la base d'une interprétation d'une image du cerveau en activité. Alors là, je crois qu'il y a vraiment un danger considérable pour la liberté de chacun. C'est une technique qu'on appelle l'IRM fonctionnel, on abrégé IRM-F, et qui est non seulement utilisée, comme vient de le dire Dominique, pour éventuellement impliquer des gens, parce que, dit-on, c'est plus efficace que le détecteur de mensonges, parce qu'on lit dans le cerveau les zones du mensonge, mais c'est utilisé aussi par des gens de marketing, par exemple pour des produits cosmétiques, pour savoir si telle crème déclenche dans les zones du plaisir des signes qui montrent que cette crème est mieux acceptée qu'une autre, etc. Donc, vous voyez, on lit dans le cerveau grâce à l'IRM fonctionnel, et ça pose des problèmes éthiques et humains, individuels et de vie privée considérables. 3 autres questions. Madame, monsieur, madame. Oui, je voulais savoir par rapport à la recherche fondamentale, est-ce qu'elle doit être laissée au libre arbitre des chercheurs ou si elle doit être contrôlée démocratiquement, quels sont les moyens? Une autre chose, Monsieur Dronet, vous parliez des débats scientifiques. Moi, j'ai beaucoup participé par rapport aux OGM, alors ça peut être sur les nanos, ça peut être sur toutes les thématiques, à des débats organisés en région. Pour autant, c'est vrai qu'il n'y a pas souvent beaucoup de monde. En tant que consommateur, comment on fait? Parce qu'on nous fait remonter aux députés des suggestions, etc. Et c'est vraiment autiste, on ne nous entend pas. Donc moi, je veux bien les débats, mais comment fait-on en tant que simple consommateur entre des spécialistes, des scientifiques, des experts? Quelle est la part prépondérante de notre voix en tant que consommateur? Monsieur Jean-Luc Roger, ingénieur. J'entends parler beaucoup de progrès, mais dans le domaine matériel, dans le domaine des sciences, de l'application et tout. Moi, je vois qu'il y a quand même des progrès amenés par la science dans le domaine de la morale, de la philosophie et de la spiritualité. Et on n'en parle absolument pas. Or, ça, c'est indéniable que, par exemple, la physique quantique ou la biologie actuellement amènent un questionnement et un progrès très, très net dans des conceptions. Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce que c'est une autre propriété. Madame? On va y arriver. On va y arriver. Alors, je suis avocate et j'ai constitué à Venise le Conseil européen de l'art pour donner notamment aux jeunes défavorisés un accès au beau. Et j'en viens à la science, puisque art signifie science. Et quand j'étais en faculté de droit, on m'avait enseigné, notamment en philosophie du droit, que Platon disait que la justice est avant tout une proportion. Une proportion, c'est-à-dire une géométrie. Et nous, les mathématiques, la physique et l'astrophysique étaient les belles sciences. Ce que je me pose aujourd'hui comme problème, c'est que si les belles sciences, c'est-à-dire la science dont vous êtes les protagonistes, sont effectivement au service des jeunes générations à venir et donc du progrès, enfin des humains, surtout de la jeunesse, je me pose cette question, comment se fait-il qu'aujourd'hui on assiste j'ai une adolescente, à des jeunes auxquels on véhicule de plus en plus des messages qui ne sont pas beaux. C'est-à-dire, Monsieur de René disait, on véhicule beaucoup la peur, on véhicule beaucoup les monstres, on véhicule
tout ce qui peut alimenter une certaine angoisse chez cette jeunesse, mais on ne leur donne pas le goût effectivement à l'initiation, à la beauté, à l'harmonie, et surtout même au sein des collèges, puisque j'ai eu tardivement ma fille qui est dans un collège, on ne leur donne pas les signes d'une initiation à cette évolution du savoir. Je voudrais donc vous demander pourquoi ne pas créer, si vous voulez, des messages, comme vous disiez, on peut créer en cosmétique des messages subliminaux au plaisir. Pourquoi ne pas créer des messages également à l'égard des jeunes en leur donnant le goût du beau et arrêter de leur donner le goût de l'horreur, des monstres et de tout ce qui est moche. Voilà, merci messieurs. La dernière partie de votre question dépassera, hélas, la portée de la réflexion que nous pouvons mener ici, même si on peut évidemment donner des éléments. Alors d'abord, recherche fondamentale, qui décide le programme? C'est une question absolument cruciale, Étienne. Oui, vous avez parlé d'un contrôle démocratique de la recherche fondamentale. Je crois que c'était vous. Je ne suis pas très emballé par ça. Parce qu'il y a quand même une autonomie des disciplines scientifiques qui arrivent dans leur évolution, dans leur maturité, à circonscrire les questions fondamentales qu'elles se posent. Par exemple, sur la physique des particules, toujours le même exemple. On a construit le LHC justement parce qu'on a prononcé, on a isolé 4 questions fondamentales dont on pense qu'elles seront résolues par cette machine. Est-ce qu'un contrôle démocratique sur ces questions qui sont relatives à la façon dont les particules ont acquis leur masse, à la façon dont la matière et l'antimatière se sont séparées dans l'univers primordial, à la question de savoir si la supersymétrie est une symétrie de la nature, à la question de savoir si la matière noire est constituée d'une particule supersymétrique ou d'autre chose, à quoi servirait un contrôle démocratique? D'autant plus que, si vous voulez, non, excusez-moi. D'autant plus que la libido sciendi de nos concitoyens est très faible, très très faible. On pourrait s'attendre à ce que le LHC crée une excitation incroyable dans le pays, qu'il y ait des paris le dimanche sur la masse du Higgs. On ne voit rien de tel. Il y a une sorte d'indifférence attachée à ces projets. Et donc ensuite, on vient dire on veut un contrôle. On veut un contrôle à propos de questions qui nous indiffèrent. C'est très étonnant comme réflexe. Vous allez dire encore une fois que c'est toujours sur vous que tombent les questions un petit peu abruptes, mais je trouve que c'est, si vous me permettez, un peu facile, parce qu'il y a des choix qui sont absolument fondamentaux, non les questions que vous avez évoquées, mais d'arbitrage, d'efforts de recherche dans tel ou tel domaine. Ça, est-ce que c'est aux chercheurs de décider dans leur coin, ou est-ce qu'il doit y avoir un échange? Bon, alors sur quels critères on va décider? On parle bien de recherche fondamentale, c'est-à-dire de recherche qui n'a pas d'application envisageable, même si elle pourra en avoir, parce que l'histoire montre que le devenir, le destin des idées, des découvertes et des résultats de la science est imprévisible. Donc peut-être qu'il y aura des retombées, mais on ne peut pas les prévoir. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va demander aux gens de choisir entre la biologie de synthèse, la physique des particules, l'astrophysique, mais selon quels critères? En fait, en gros, le public veut aller mieux du point de vue de sa santé. Et donc si, d'après ce que j'ai pu lire dans les sondages, on demande au public d'orienter la recherche, il va vouloir une recherche extrêmement finalisée, essentiellement dans le domaine de la santé. Et mon beau petit projet va passer à la trappe. L'autre question sur la spiritualité, la mécanique quantique, dans son interprétation, ou à propos de son interprétation, suscitait toutes sortes de débats, les uns très matérialistes, les autres très spiritualistes. Le meilleur et le pire se côtoyaient. Bon, je ne dirais pas que la science est là pour féconder notre spiritualité. Simplement, là où je vous rejoins, c'est qu'on a longtemps dit qu'il y avait une séparation entre la science et les valeurs. La science dit les faits, les interprète, les explique. Les valeurs, notamment les questions morales, c'est autre chose. Et il me semble que cette séparation n'est pas absolument étanche. Par exemple, et je m'adresse à Sarah Palin, le fait de savoir que l'univers a 13,7 milliards d'années, qu'il a évolué et que l'homme y est apparu très tardivement, il y a 2 millions d'années, ne vous conduit pas à vous penser au sein de l'univers de la même façon que si vous pensez que l'homme est né tel quel il y a 6 000 ans, en même temps que les dinosaures.
question sur l'intermédiaire entre le consommateur et le chercheur. Quelle est la chaîne? Comment elle peut s'organiser? Alors, il y a l'amont, l'aval. On a parlé de l'amont avec Étienne concernant l'orientation des recherches et le financement des recherches. Je suis d'accord avec lui, le public ne peut pas, à ce niveau-là, intervenir. Il faut des commissions et des comités d'experts, sauf que souvent, ils sont biaisés. Voilà, moi, j'ai fait beaucoup partie de ces commissions d'experts. Qu'est-ce qu'on fait? On se distribue le fric entre nous. C'est-à-dire, on se connaît tous. Non, mais c'est vrai, on se connaît tous. J'ai vu ça pour les biotechnologies. Tout à fait au début, il y avait la recherche fondamentale, il y avait les industriels, et au centre, il y avait les start-up en biotechnologie. Les grands de la recherche fondamentale ont dit la biotechno, c'est nous. S'il n'y a pas de recherche fondamentale, il n'y aura pas de biotechno. À bouler l'argent, excusez-moi. Les industriels ont dit c'est nous qui mettons tout en œuvre, donnez-nous le fric. Et on a asséché l'humus fertile des petites entreprises au centre qui auraient donné, ce que les Anglais ont fait après nous, toutes les petites boîtes qui se sont développées sur le génie génétique et les biotechnologies. Enfin, ça, c'est un avis un peu cynique de quelqu'un qui a beaucoup participé. Soyons plus constructifs, madame. Vous posez une très bonne question. C'est comment le consommateur, l'usager de base peut apporter sa parole et sa voix à l'édifice de toute cette science. Nous avons établi, on n'est pas les seuls à la Villette à l'avoir fait, il y a beaucoup de CCSTI, Centres de recherche scientifique et technique en province, à Bordeaux, à Montpellier, à Marseille, qui l'ont fait aussi, des débats où il y a un panel de gens dits naïfs. Attention, ce n'est pas péjoratif. Ce sont des gens qui sont pris par sondage. Ce sont des consommateurs de tous âges différents. Ils sont pris volontairement pendant un week-end avec des enseignants qui prennent les coupures de presse sur les sujets dont on a parlé, des OGM au téléphone portable, au sang contaminé. Et sur ces sujets-là, ils discutent avec eux, donnent des informations de telle sorte qu'ils soient toujours grand public, mais moins naïfs. Ensuite, il y a un panel, une table comme ça, en arc de cercle, un fer à cheval, avec à gauche et à droite toutes ces personnes, plus leurs médiateurs, des questions qui viennent par Internet, et au centre, une douzaine d'experts qui n'ont pas le droit de faire une conférence, dont leur seul droit est de répondre aux questions que se posent les gens du panel consommateur. Ensuite, il y a des journalistes qui sont invités. La télévision sur le web TV est pratiquement en direct, rediffusée sur le web TV, de telle sorte que les gens qui participent à ces panels peuvent entendre leur voix répercutée par différents types de médias. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est une première approche. Et je vous incite à vous inscrire au prochain débat participatif que vous verrez. Et vous y trouverez, à moins que vous ayez déjà participé, vous y trouverez quand même pas mal d'intérêt pour que votre voix soit entendue. Dominique, sur la complexité que la science apporte à la philosophie, et puis aussi sur les belles sciences et la jeunesse. L'idée qu'il y ait un progrès indéniable en philosophie me paraît douteuse. Excusez-moi. Ce qu'il y a, c'est que la philosophie, c'est une discipline qui n'en est pas une. C'est une forme de pensée transversale qui essaye présomptivement d'établir une unité, une cohérence entre les différentes valeurs que nous avons à accepter pour mener notre vie humaine. Bon, c'est donc une pensée, disons, transactive. Et quand quelque chose se passe du côté des sciences, ça peut avoir un effet sur les valeurs juridiques. On le voit. Ça peut avoir un effet sur les valeurs esthétiques, sur l'art, par exemple. On l'a vu et on le voit encore. Bon, ça peut avoir des effets sur les valeurs politiques. Bon, tout cela est extrêmement important pour le destin de l'humanité. On parlait du progrès humain. Donc, ce qui est important, c'est que la philosophie reprenne toujours, autant que possible, en connaissant ce qui se passe dans les sciences, c'est-à-dire dans le progrès des connaissances, la réflexion sur la cohérence d'ensemble des valeurs qu'on admet. Eh bien ça, c'est pas facile. Et s'il y a une nécessité de réformer l'enseignement des sciences, je pense qu'il y a une impérieuse nécessité de réformer l'enseignement de la philosophie pour qu'on sache de quoi on part et de quoi on parle. Dernière question, madame. Justement, vous parliez de l'enseignement de la philosophie. On commence l'étude de la philosophie en terminale et je pense que ça serait formidable qu'on la commence beaucoup plus tôt. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, faut-il commencer la philosophie bien avant la terminale? Ça, c'est pour Dominique.
je vais vous dire, ça a été des débats interminables durant les années 80, parce que Jacques Derrida avait proposé, y compris de commencer dès la 6e et peut-être des classes maternelles. Je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance. Si j'écoute les élèves, ils préféreraient, la plupart, ça dépend de la nature de leur professeur de philosophie, avoir 2 ans et commencer en première. Bon, mais enfin tout ça, ça ne me paraît pas de relever de la doctrine, alors qu'on en a fait une affaire de doctrine et de politique. La philosophie étant dans la tradition de la Troisième République, puisqu'il n'y a qu'en France que c'est comme ça, depuis la Troisième République, le couronnement réflexif de toutes les études spécialisées. Alors donc, puisqu'il fallait avoir tout parcouru pour avoir le regard de surplomb. Franchement, aujourd'hui, il y a de quoi rire. Bon, donc, alors, quand on propose de commencer plus tôt, eh bien, c'est une proposition qui, à mon avis, toute considération d'horaires syndicaux mise de côté, est tout à fait envisageable parce que ça permet d'exercer son esprit critique. Mais encore une fois, il faut réformer l'enseignement de la philosophie dans le sens où la philosophie pourrait connaître, comprendre ces changements scientifiques et technologiques et en parler aux élèves au lieu d'être un exposé de doctrine, parce que ce qui est important, c'est qu'on puisse parler de ce qui se passe. Bon, pas simplement de faire l'exposé des doctrines de Kant, Aristote ou Platon, qui sont tout à fait nécessaires. Enfin, il faut faire un pas de plus. Je constate une fois de plus que chaque fois qu'il y a un philosophe à une table ronde, les questions finissent toujours par venir sur la philosophie. Nous allons maintenant conclure ce débat. Étienne, est-ce que vous avez un mot de conclusion par rapport à ce que nous avons dit ? Non, je veux juste ajouter à propos de la question qui vient d'être posée que puisqu'il est promis qu'il n'y aura plus de physique en seconde, il y aura peut-être un petit créneau pour la philosophie. Dominique. Ce qu'il faudrait, je vais être un peu sévère, mais c'est que ces questions-là, justement, ne soient pas des questions de credo négociables entre des inspections des corps professionnels et des syndicats. Il faudrait qu'il y ait un grand projet qui corresponde à ce que les jeunes gens d'aujourd'hui attendent, c'est-à-dire que la philosophie leur permette de s'orienter dans la pensée. Et la pensée, s'orienter dans la pensée, ça n'est pas un exercice abstrait, c'est un exercice où l'abstraction porte sur les questions d'aujourd'hui, par exemple le progrès. Joël. Alors justement, sur le progrès, un moyen peut-être de concilier le progrès scientifique et le progrès humain, c'est de grandir en humanité. Selon cette belle phrase de Patrick Vivray, grandir en humanité, ça veut dire penser à créer la société ou les sociétés de la connaissance, et pas seulement les sociétés de la croissance matérielle. De se poser la question du pourquoi vivre, se poser la question du savoir-être. Nos grandes idéologies du 19e et du 20e siècle, le libéralisme d'une part, le socialisme d'une part, se sont occupés très justement des besoins, de la subsistance, du travail. Mais il y a aussi le désir, il y a aussi l'angoisse. Et seules les grandes religions ont adressé ces grands problèmes. C'est pourquoi je pense que grandir en humanité est un magnifique projet pour réconcilier la science et l'humanité. Je pense aussi que l'établissement des sociétés de la connaissance doit se fonder sur ce que j'appellerais un nouvel humanisme scientifique. Ne jamais séparer technologie et humanisme, science et humanisme. Pensez toujours à l'homme et à la femme qui sont derrière, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur diversité culturelle. Parce que le plus important, c'est que la science nous aide à donner du sens à notre vie et nous aide à donner du sens à notre avenir, et même plus, je le dirais, avoir envie de cet avenir. Parce que si on n'a pas envie de son avenir, on ne peut pas le construire, et donc on le subit. Merci.
Merci Joël. Je suis très heureux de ce débat où nous avons quasiment réussi à ne pas parler finances, malgré une petite rechute de Joël. Nous sortons avec beaucoup plus de questions que nous en avions à l'entrée. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Nous avons brossé assez large. Vous avez brossé assez large, messieurs, des iodes à la biosynthèse. Nous avons parlé aussi des médias. Je crois que c'est un point absolument crucial, au-delà de la réaction un peu instinctive que j'ai pu avoir tout à l'heure, c'est qu'en la matière, il faut de l'information, il faut de la communication, il faut ne pas céder à la peur et il faut échanger, ce que nous referons ici prochainement. Merci.